Bonjour à tous, bienvenue sur ce pitch donc sur la CSRD. On va voir quels sont les grands enjeux pour les bailleurs sociaux. Je suis Julien Brizard, Product Marketing Manager chez Sigma, éditeur intégrateur de logiciels, et donc en ce moment sur le lancement de l'IXA CSRD, notre futur outil de reporting CSRD. Donc aujourd'hui, je vais faire quelques rappels rapides sur les notions CSRD pour mettre un peu tout le monde au même niveau. On va voir ensuite les étapes d'une mise en conformité réussie. Je ferai un exemple de construction d'une analyse de double matérialité pour un bailleur social. Et enfin, on verra l'importance de s'équiper d'une bonne solution numérique. Ouais, on m'entend peut-être pas forcément très bien, je vais rapprocher le micro. Alors, la CSRD, c'est quoi La CSRD, c'est le successeur de ce qu'on avait auparavant qui s'appelait la NFRD. La NFRD était concernée principalement les grands groupes. La CSRD va concerner beaucoup plus de monde, on va le voir après. On est sur un référentiel standardisé, c'est-à-dire que sur les rapports RSE qui existaient auparavant, chacun était, c'était normé, mais quand même plus ou moins libre de reporter sur ce qu'il avait envie. Là, on est sur un référentiel standardisé. Je pense que beaucoup de monde a entendu parler de ces fameux 1200 indicateurs. C'est les mêmes 1200 indicateurs pour tout le monde, quel que soit le secteur d'activité. Je précise, au risque de perdre un peu de monde, que les OPH, tout ce qui va être secteur public, n'est pas concerné par la CSRD. C'est bon, tout le monde est là. Donc seulement les acteurs du secteur privé. On est sur une méthodologie unique, je vous la présenterai après, les 5 étapes classiques pour tout le monde pour réaliser sa CSRD. Il y a une méthodologie qui a été formalisée par l'EFRAG, l'organisme européen en charge de rédiger la CSRD, la réglementation. Et enfin, on a un format de sortie digital qui est normalisé, le XBRL, qui viendra plus tard, 2026-2027, mais il faudra publier son rapport à ce format-là, le format XBRL, qui est un XML un peu plus complexe. Et il faudra publier ce rapport sur une plateforme publique européenne. C'est-à-dire que les rapports CSRD seront visibles et lisibles de tous. Le champ d'application de la CSRD, on est sur un reporting consolidé. Si vous êtes un groupe avec plusieurs filiales, c'est au niveau du groupe que se passe le rapport. On peut éventuellement exclure une filiale pour des raisons X ou Y, mais il faudra l'expliquer dans son rapport pourquoi. Il y a un des points de données qui est avez-vous fait un rapport consolidé, sinon pourquoi. Il faudra expliquer pourquoi on a exclu telle ou telle filiale. Et il y a des jalons successifs croissants d'entrée dans la CSRD. Au niveau du contenu, donc on est à ces 1200 data points métiers et on va même plutôt vers les 2000, voire même 3000, plus ça va et plus on en découvre, des points techniques, c'est-à-dire qu'il y a des questions conditionnelles, etc. Je ferai une démo de l'outil sur le stand dans l'après-midi, vous pourrez voir qu'il y a des questions conditionnelles, si vous répondez A ou B, vous avez plus ou moins de questions. Au niveau des données, on n'est pas sur un rapport financier où tout est métrique et tout est assez automatique. Sur les 1200 points de données, un tiers seulement sont des données métriques, donc de la consommation d'eau, des émissions de CO2, le pourcentage d'hommes, pourcentage de femmes dans les organes de direction. Mais 2 tiers sont des données narratives, c'est-à-dire que vous allez donner par exemple votre consommation d'eau, je consomme 1000 m3 d'eau dans l'année, et après, vous allez devoir expliquer quelle est votre politique pour améliorer ou pourquoi ça va augmenter dans les années à venir, mais pourquoi est-ce que vous allez devoir augmenter ça. Donc il y a beaucoup de narratifs pour expliquer vos politiques. On est sur un rapport vraiment très textuel. Je précise, effectivement, rapport à CSRD, il y a des données sur 4 dimensions, donc une présentation de l'entreprise, une dimension environnementale, dimension sociale et dimension de gouvernance. Expliquer quels sont les organes de direction, quels sont les organes de contrôle de votre entreprise. Et enfin, on est sur un rapport contrôlé, la manière du rapport financier, rapport contrôlé par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant qui ne va pas contrôler vos résultats. C'est-à-dire que si vous êtes un gros pollueur ou que vous avez une politique sociale désastreuse, il n'y a pas de sanction. Par contre, il y a une sanction sur la sincérité de votre rapport. Vous êtes un gros pollueur, vous allez devoir déclarer que vous êtes un gros pollueur. Assurance limitée, ça veut dire que le CAC, on est sur un rapport très long, 2 tiers des données sont des données narratives. Il ne va pas forcément lire tout votre rapport, mais il y aura une concentration sur ce qu'on appelle la matrice en L inversée, sur les grands enjeux de matérialité que vous allez dégager. Et il y a des sanctions applicables, donc le rapport CSRD, on ne va pas trop pouvoir s'échapper. Des sanctions pour obstruction au rapport ou non-publication qui peuvent aller jusqu'à 75 000 € d'amende et 3 ans de prison pour les dirigeants. Au niveau des jalons d'entrée de la CSRD, donc on a déjà des entreprises qui doivent être en train de collecter. Ce sont les grands groupes globalement, les groupes du CAC 40 pour résumer très simplement, qui vont devoir collecter des datas sur l'année 2024 et publier leur rapport en 2025.
sachant qu'on est sur le même exercice que l'exercice fiscal. Si vous êtes sur un exercice décalé, donc du 1er juin au 31 mai par exemple, vous allez collecter des données du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 et vous publierez votre rapport à l'issue de ce 31 mai 2025. En 2025, je pense que c'est la plupart des gens qui sont ici, qui vont être concernés. On va avoir les entreprises européennes et non européennes cotées dans l'Union européenne qui remplissent 2 des 3 critères qui vont devoir commencer à collecter des données. Donc plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 25 millions d'euros de bilan. Je parle bien au niveau du groupe, c'est-à-dire que si votre entité en tant que telle est à moins que ces indicateurs, mais avec vos filiales, vous remplissez 2 des 3 critères qui sont là, vous devez collecter vos données à partir de l'année prochaine. Et ensuite, à partir de 2026, avec report possible sous justification, ce sera toutes les PME de plus de 10 salariés, 700 000 euros de chiffre d'affaires et 350 000 euros de bilan. Encore une fois, 2 critères sur 3. Et puis ensuite, en 2028-2029, ça ne nous concerne pas, ce sont les filiales ou succursales basées dans l'Union européenne. Donc, c'est peut-être un très mauvais exemple, mais Apple, par exemple, qui aura des filiales dans l'Union européenne, devra faire un rapport CSRD. Bon, c'est beaucoup plus lointain. La CSRD, donc là j'ai parlé un peu de tout ce qui était contrainte, mais c'est aussi une opportunité à ne pas manquer. Il y a toute la contrainte réglementaire, effectivement, 1200 points de données, construire sa chaîne de valeur, on va le voir ensuite. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités qui vont se créer grâce à ça. Le premier objectif de la CSRD, c'est un objectif de transparence. Vous, en tant qu'entreprise, allez être soumis à une obligation de transparence. Comme je disais tout à l'heure, l'auditeur va juger de votre sincérité, de la sincérité de votre rapport. Il y a toute une notion de transparence qui va aller se rejoindre avec la notion d'attraction. C'est que cette transparence, si vous êtes sur un rapport sincère et que vous fixez des jalons intéressants dans le futur, de réduction carbone, d'amélioration de nos indicateurs sur le salaire, l'égalité de salaire entre hommes et femmes, ça va attirer que ce soit des investisseurs qui vont lire de plus en plus ces rapports CSRD. On sait que les banques ou même les fonds d'investissement lisent déjà les rapports RSE, font déjà des audits RSE. Avec ces rapports CSRD publics, leur travail sera facilité. Attraction aussi de potentiels candidats. On sait que des candidats à conditions relativement équivalentes, j'y arriverai pas, vont toujours choisir l'entreprise qui aura les meilleurs indicateurs RSE, qui ira dans la meilleure direction. Et enfin, toute une place d'innovation. Moi, j'ai pour habitude de dire que le rapport CSRD, la première année, ça va être un grand audit de votre entreprise sur le point de vue RSE. Et en fait, une fois que cet audit il est fait, ça va amener naturellement des pistes d'amélioration. Vous allez faire une analyse, j'y reviendrai après, de double matérialité qui va croiser des aspects environnementaux, sociaux avec les aspects financiers. Et ça va naturellement vous donner des pistes d'amélioration, des pistes d'innovation pour améliorer l'impact de votre entreprise, pour améliorer vos enjeux environnementaux et sociaux, et en mettant en parallèle tout l'aspect financier, tous les enjeux financiers, et pour faire potentiellement même des gains financiers. On va passer aux étapes de la mise en conformité réussie. Comment est-ce qu'on fait un rapport CSRD? Il y a 5 étapes obligatoires et la 6e, qui est facultative, mais qui va devenir quelque part un passage obligé. La première étape, c'est l'analyse. Dans quel contexte se situe mon organisation? Donc je vais devoir faire pour ça une chaîne de valeur et une analyse de mes parties prenantes. Chaîne de valeur, tout le monde connaît un peu le principe, c'est analyser un peu tout le processus de production économique de mon entreprise. Qu'est-ce qu'il y a en amont? Qui sont mes fournisseurs? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Donc, comment fonctionne ma chaîne de production? Et qu'est-ce qu'il y a en aval? C'est important de faire cette analyse parce qu'en amont, par exemple, je peux être moi en tant qu'entreprise un pollueur léger, mais je peux avoir des fournisseurs qui vont polluer énormément. Je peux par exemple me dire, moi en tant qu'entreprise, il y a des indicateurs sur les ressources marines, je ne suis pas du tout concerné, mais en fait, mon fournisseur de béton, il va aller chercher du sable, je ne sais pas où, mais qui va avoir un impact sur les ressources marines, et ça va avoir un impact sur votre rapport CSRD et il va falloir le prendre en compte. De la même manière, en aval, alors c'est un exemple qui ne va pas être dans le contexte ici du logement social, mais si on a un hôtel qui se veut éco-hôtel et que mes clients en fait viennent tous d'Australie, États-Unis, Japon, j'ai beau ne pas polluer sur place, le fait que mes clients viennent du bout du monde, j'ai un fort impact environnemental en aval de ma chaîne de valeur. Et il faudra que je le prenne en compte par la suite dans mon rapport CSRD. Je vais faire aussi une analyse de mes parties prenantes. Donc ça découle naturellement de ma chaîne de valeur. Qu'est-ce qui est en amont, qu'est-ce qui est en aval, mais qu'est-ce qui gravite globalement tout autour de mon entreprise, au niveau de mes salariés, au niveau de mes représentants du personnel, et même au niveau de la sphère publique. Je peux avoir des médias ou des réseaux sociaux qui sont très influents
sur la marge de mon entreprise que je vais devoir prendre en compte. Et ça va rentrer aussi dans mon analyse de mon organisation. Au final, on a tendance à dire que toutes les chaînes de valeur et toutes les analyses de parties prenantes, à la fin, elles vont être liées entre elles. Toutes les chaînes de valeur de toutes les entreprises vont être liées entre elles parce que tous les contextes, toutes les organisations se répondent un petit peu. L'étape qui va suivre cette analyse de chaîne de valeur et des parties prenantes, ça va être la double matérialité. Ça, c'est la grande nouveauté de la CSRD. Sur les rapports RSE qu'on avait jusqu'à présent, on parlait de simple matérialité parce qu'on faisait juste une analyse de ce premier point, de mes enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Là, je vais devoir lier ces enjeux aussi, faire une analyse donc, de double matérialité, c'est que je vais devoir définir quel est aussi mon impact, quels sont mes risques et opportunités à court, moyen et long terme d'un point de vue financier. C'est-à-dire que je vais faire ma chaîne de valeur, je vais définir que j'ai un fournisseur qui est un gros pollueur, donc je vais établir que j'ai un impact, j'ai un enjeu CSRD sur l'environnement, sur la pollution, et je vais devoir faire une cotation également de OK, mais alors quels sont les risques et opportunités financiers à court, moyen et long terme liés au fait que mon fournisseur soit un gros pollueur. Peut-être que demain, mon fournisseur il est en France et je sais que l'État va taxer fortement les gros pollueurs. Je sais que mon fournisseur va augmenter ses prix dans les années à venir et j'ai un impact financier fort là-dessus. Et donc, à long terme, dans ma phase de pilotage qu'on verra ensuite, il va falloir peut-être que je trouve un nouveau fournisseur. Troisième étape, ça va être l'évaluation. C'est-à-dire que je vais avoir dégagé des grands enjeux. Je vais voir ce qui a un grand impact d'un point de vue environnemental, social ou de gouvernance ou d'un point de vue financier. Et je vais devoir mesurer sur quel point de données, sur quel enjeu je vais pouvoir collecter de la donnée, sur quel enjeu je suis un peu à l'aveugle. Et donc sur quel enjeu je vais devoir m'améliorer. Peut-être pas en l'an 2025, où je vais pouvoir dire j'ai pas la donnée aujourd'hui, ça sera toléré. Par contre, je vais devoir m'améliorer et je vais devoir mesurer les écarts de ce que je vais pouvoir reporter et progresser dans les années à venir. Je vais scorer ma double matérialité, c'est-à-dire que j'ai dégagé mes grands enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, j'ai dégagé mes risques et opportunités financiers et je vais coter en fait ces enjeux matériels et ces enjeux financiers sur un système de cotation classique, de 1 à 3 ou de 1 à 4. Et ça va me donner une matrice de double matérialité. La matrice de double matérialité, donc là, il y a cette matrice qu'on appelle en L inversée. Et là, c'est les points qui vont avoir un fort impact financier ou un fort impact environnemental, social ou de gouvernance. Et c'est sur cela que je vais devoir me concentrer sur la CSRD. Je parlais tout à l'heure de 1200 points de données. Une fois que j'ai mis cette matrice de double matérialité en place, ça va m'éliminer un tiers, la moitié, 2 tiers, selon votre entreprise, des points de données sur lesquels je vais devoir reporter. Tous les points qui sont un peu en bas, ici, en bas à gauche de ma matrice de double matérialité, sont des points sur lesquels je ne serai pas obligé de collecter la donnée. Il faudra que je justifie pourquoi je ne les traite pas, mais je ne serai pas obligé de collecter de la donnée. Ensuite, on va arriver sur la divulgation. Donc, il y a ces 1200 points de données, 600, on va dire 600, une fois que vous avez fait votre analyse de double matérialité. Il y a 600 points de données que je vais devoir collecter et que je vais devoir formater pour les sortir ensuite au format XBRL. Ça, c'est très important. C'est qu'en 2026, l'Union européenne vous demandera de publier ce rapport à ce format qui est très technique, qui est aujourd'hui utilisé seulement par les sociétés cotées en bourse. L'idéal, c'est d'avoir un outil, j'en reparlerai après, qui vous permet de collecter votre donnée et qui, en un système de clic-bouton, vous publiez le rapport sur la plateforme européenne au bon format. Enfin, il y aura la dernière partie qui sera facultative, c'est la phase de pilotage. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du rapport financier, aujourd'hui, un rapport financier, un DAF ne fait pas des clôtures seulement annuelles, il fait des clôtures mensuelles. Il pilote son activité d'un point de vue mensuel pour pouvoir réajuster et suivre tout au long de l'année comment évolue la situation économique de l'entreprise. Et bien sur la CSRD, on va arriver sur le même principe à partir de l'an 2, une fois qu'on aura fait son audit la première année. On va commencer à piloter ces indicateurs de CO2, ces indicateurs de consommation d'eau, etc., pour voir si on arrive sur les bons jalons qu'on a fixés. Je vais aller maintenant sur la matrice de double matérialité pour un bailleur social. Je vais faire un petit exemple, alors un peu à la truelle, c'est très rapide, mais comment est-ce qu'on construit sa matrice de double matérialité ? On commence par créer sa chaîne de valeur. Donc là, j'ai fait une chaîne de valeur très light de « OK, c'est quoi un bailleur social ?» Il y a l'acquisition des terrains, le financement du logement, la construction, la gestion locative, entretien, maintenance, vente de logement. Chaîne de valeur très simplifiée, mais voilà, ça va être, disons, l'amont de ma chaîne de valeur, mon cycle de production et l'aval, c'est mes clients. Voilà, l'aval sera plutôt ici. De cette chaîne de valeur, je vais repartir
Et je vais prendre un des items de la chaîne de valeur. Donc là, je vais prendre la construction de logement. Et sur la construction de logement, je vais essayer de lier cette construction de logement avec il y a une quarantaine de grands enjeux CSRD qui ont été émis par la réglementation. Et je vais les lier. Et je vais dire, OK, grand enjeu, la construction génère une grande quantité de déchets difficiles à recycler ou à éliminer. Je vais établir si c'est un risque réel ou un risque potentiel pour mon entreprise. Et je vais lier ça ensuite à des thématiques de reporting. ESRS E2, pollution des sols. Et ensuite, j'arrive au scoring de ma matrice de double matérialité. Impact matériel, j'estime que c'est un impact de 4,5, donc un impact fort. Impact financier, aujourd'hui, je n'ai pas d'impact financier là-dessus, c'est un impact de 2. Risque réel, ESRS 4. Voilà, on reprend le même principe et on va donc lier ces enjeux ces items de la chaîne de valeur à des grands enjeux de la CSRD et je vais les coter pour voir ce sur quoi je vais devoir me concentrer dans mon rapport final. Donc là, typiquement, j'ai une opportunité. Intégrer des sources d'énergie renouvelable peut réduire les coûts énergétiques. On est sur un impact potentiel. C'est lié à l'ESRS E1, donc il faudra que je me concentre sur cet item de reporting parce que j'ai mis que c'était un impact matériel fort et que c'est un impact financier fort pour mon entreprise. Donc voilà comment je construis un peu ma matrice de double matérialité. Et à la fin, j'arrive sur ce nuage de points et comme je vous disais tout à l'heure, je vais avoir ma matrice en L inversée. C'est-à-dire que j'ai fait mon nuage de points, j'ai coté tous mes grands enjeux, j'ai coté toutes mes thématiques de reporting, et je vais savoir que, OK, tout ce qui est dans le bleu roi, là, ici un peu, c'est ce sur quoi je vais devoir me concentrer, c'est ce que l'auditeur va regarder en premier. Et si je ne reporte pas là-dessus, l'auditeur va me taper dessus, et je serai sur un rapport pas vraiment sincère. Par contre, j'ai établi que les ressources marines, ce n'était pas hyper important pour moi. Je peux ne pas reporter là-dessus. Petite subtilité qui est sortie très récemment, j'avais déjà fait les slides. Parmi les grands enjeux de reporting qu'il va falloir prendre en compte, il y a la nature. Ressources marines, déchets, on voit bien. La nature va être un grand enjeu de double matérialité et il va falloir le lier à sa chaîne de valeur. En quoi, dans ma chaîne de valeur, je vais impacter sur la nature? Je vais finir par présenter l'importance de prendre une bonne solution numérique. Le rapport CSRD, comme je disais, on peut faire sa chaîne de valeur, on peut faire son analyse de double matérialité avec des ateliers en interne. Ça peut être construit en interne, il n'y a pas de souci. Maintenant, il va falloir lier ça à des indicateurs derrière, lier ça à des grands enjeux. Et il va falloir surtout publier le rapport au format réglementaire. Ce qui est une bonne solution numérique, c'est s'assurer la conformité réglementaire. C'est déjà externaliser le suivi réglementaire qui est très complexe. On est sur une réglementation nouvelle avec des changements qui arrivent en ce moment tous les mois, quasiment. L'EFRAG a sorti une nouvelle version de la réglementation il y a 3 semaines et on pense qu'elle n'est pas finale. Donc, prendre un outil, c'est se sortir de la conformité numérique. Prendre un outil, c'est centraliser ses données. Comme je disais, on peut faire sa matrice de double matérialité dans son coin. On peut collecter ces données sur un fichier Excel. Parce que, comme je disais, il y a 1200 points de données. Allez, 600, si une fois que vous avez fait votre analyse de double matérialité. Il y a 600 points de données. Si vous les envoyez, OK, la DRH va faire son rapport dans son coin pour les données sociales. OK, le responsable RSE va faire dans son coin pour tout ce qui va être données environnementales. Et puis, je vais avoir besoin de mon responsable logistique parce que j'ai un peu de données carbone qui sortent de là-bas. Et en fait, si vous ne centralisez pas les données, à la fin, c'est le responsable RSE ou le DAF qui va tout récupérer et qui va devoir centraliser toutes les données dans un nouveau fichier Excel. Une grosse perte de temps. On vient à l'outil collaboratif. C'est un peu l'idée d'avoir un outil qui est de gestion de projet qui vous permet de gérer un peu l'avancée de votre rapport tout au long de l'année. Ce n'est pas un rapport qui va se faire en 2 semaines à l'arraché juste avant de sortir vos rapports financiers. C'est quelque chose qui va être au long cours. Avoir un outil, c'est s'assurer aussi d'avoir une piste d'audit fiable pour son auditeur et pouvoir savoir, OK, la donnée, c'est Jean-Marie de la compta qui me l'a sorti. La donnée RH, c'est Michel, la DRH, qui me l'a sorti aussi. Et tout ça, c'est très important puisque l'auditeur, il va pas auditer vos résultats, il va auditer vos processus méthodologiques pour sortir les données. Et enfin, avoir un outil CSRD, plutôt que de faire ça sur un rapport Excel, c'est se donner la possibilité de piloter. On sait que en 2026, il y a 50 000 rapports CSRD qui vont sortir au niveau européen. Ces 50 000 rapports, avec un outil, ils vont pouvoir être lus par une intelligence artificielle et on va pouvoir vous donner des conseils pour améliorer vos impacts. On va pouvoir vous dire, je sais que votre concurrent sur votre secteur, il a utilisé moins d'eau que vous cette année parce que je sais qu'il a mis en place telle politique récemment. On va pouvoir comme ça vous donner des pistes d'amélioration et des pistes de pilotage pour améliorer vos impacts. Et ça, c'est vraiment la force d'un outil. Excel ne pourra pas vous le donner.
Je vous parle de l'outil, j'en ferai une démonstration à 14 heures sur le stand Sigma, donc c'est stand O04, c'est hall A2. Et je ferai une démonstration un peu en large, en long, en large de la solution. Je vous montrerai comment on fait une chaîne de valeur, comment on saisit ces indicateurs et comment on va pouvoir piloter toute la gestion du projet et piloter à long terme sa société.